On va pas tarder à commencer. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Cool. Donc, bienvenue dans cette conférence dont la thématique est pour une approche émancipatrice des pratiques de bien-être. En fait, l'idée d'organiser cette conférence sur ce thème-là vient du fait qu'on s'est aperçu, vous avez dans vos pochettes les premiers résultats de l'Observatoire des MJC. Et en fait, on s'est aperçu, on le savait un petit peu déjà de manière diffuse, mais là, on a des données qui nous permettent de préciser ça, que 20% des adhérents-adhérentes des MJC pratiquent des activités de bien-être. Et que ces activités, elles font donc partie de celles qui sont le plus fréquentées des activités fréquentées par les adhérents-adhérentes, aux côtés des activités sportives et aux côtés des activités de danse. Et pourtant, malgré le nombre de personnes qui fréquentent ce type d'activité, elles sont loin d'être les activités qui sont les plus valorisées, par exemple dans les rapports d'activité ou dans les projets pédagogiques des structures. Donc, l'idée de cette conférence d'aujourd'hui, c'est justement d'essayer de voir ensemble avec nos deux intervenantes que je salue, donc qui sont Zineb Fassi, qui est professeure de yoga et qui est autrice notamment de l'ouvrage Le yoga, nouvel esprit du capitalisme, collection La petite encyclopédie critique chez Textuel, et Camille Test, qu'on salue, qui est donc militante féministe, ancienne journaliste et professeure de yoga, et donc autrice de Politiser le bien-être, collection Sur la table chez Binge Audio Édition, et animatrice du podcast Encore heureux autour de la santé mentale chez Binge Audio. Et donc elles vont nous présenter leur parcours. Et on va essayer de voir ensemble justement comment on peut repolitiser ces pratiques de bien-être et leur donner une visée émancipatrice. Et donc c'est l'objet de la conférence de ce matin, jusqu'à 10h30. Hein. Donc on sera ensemble pendant 1h30. Est-ce que vous voulez vous présenter un petit peu vos parcours? Vous m'entendez, c'est bon? Bonjour tout le monde, merci Magali pour l'introduction et merci pour l'invitation. Donc moi je m'appelle Zineb Fassi, je suis effectivement enseignante de yoga et l'an dernier j'ai publié un essai qui s'appelle Le yoga, nouvel esprit du capitalisme, et mon parcours en fait c'est peut-être à l'image des ambivalences que tu as décrites Magali, qu'on retrouve dans les MJC, c'est-à-dire que j'ai découvert le yoga il y a à peu près une dizaine d'années, pas dans une volonté particulière. J'ai commencé à pratiquer le yoga juste un peu par hasard. J'avais pas une quête de bien-être spécifique ou voilà, j'allais pas y chercher quelque chose, mais j'y ai trouvé plein de choses. Et en même temps, j'ai toujours eu un rapport un peu ambivalent à cette pratique parce que il me semblait que l'univers du yoga, de manière générale, charriait tout un tas d'idées qui me semblaient discutables. Donc j'ai une formation en sciences politiques et dans les discours qu'on pouvait avoir au sein de ces univers-là, il y avait quelque chose qui me paraissait en fait très dépolitisant et qui remettait beaucoup la responsabilité sur les individus, de leur bonheur, de leur réussite, de leur, je sais pas, de leur paisibilité, de leur sérénité, qui m'a profondément dérangée. Et je me suis un peu demandé d'où ça venait en fait, d'où ça venait dans ces pratiques de yoga-là. Et ça a été un peu le début d'une longue recherche parce que la question qui m'a un peu obsédée et qui est l'objet de mon livre, c'est un peu comment on en est arrivé là. Le yoga, peut-être que vous le savez, initialement, c'est une pratique assez marginale en Inde, qui est née il y a plusieurs milliers d'années et qui visait vraiment à sortir du monde. C'était une pratique qui était destinée à des ascètes, donc plutôt l'image de personnes vivant près du Gange, en petite communauté, dans le dépouillement, etc. Et moi, je suis une personne de ma génération, c'est-à-dire que j'ai connu le yoga à travers des studios de yoga assez glamour à Paris, des prix, enfin voilà, des cours qui coûtaient assez cher, et tout un package commercial autour de ça. Et ma question, c'était comment on est passé d'ascètes qui vivent dans le dépouillement au bord du Gange à une pratique finalement qui met en valeur certains corps, qui met en valeur aussi l'idée d'une certaine optimisation de soi. Et donc voilà, j'ai essayé de naviguer à travers mes ambivalences en écrivant aussi ce livre-là, parce que pour moi, j'aurais pu tout jeter à la poubelle, mais il se trouve que j'y trouvais quand même quelque chose.
et quelque chose qui était aussi en lien avec mes convictions politiques et en lien avec une forme d'épanouissement personnel que j'imagine pas comme étant uniquement individuel et narcissique et égoïste, et qui me semble peut être mise au service d'autres choses, mais je pense qu'on en parlera un peu plus largement ensuite. Bonjour tout le monde, vous m'entendez bien? Pareil, ça va? Ouais. Merci beaucoup, je suis absolument ravie d'être là. Je m'appelle Camille Test, je suis l'autrice d'un livre qui s'appelle Politiser le bien-être. Merci pour l'introduction tout à l'heure, Magali. Alors moi, j'arrive plutôt du milieu du journalisme. J'ai été pendant quelques années journaliste avec une spécialité sur les enjeux de justice sociale. Donc je travaillais notamment sur les enjeux féministes, mais aussi sur les enjeux d'inégalité et de pauvreté. Et par ailleurs un peu d'antiracisme, voilà. Et avant ça, je faisais de la science politique et de la philosophie. Et moi, je suis arrivée au yoga. Je suis aussi devenue prof de yoga au bout d'un moment. Parce que je ressentais dans les milieux où j'étais, donc universitaire et un petit peu intellectuel, une espèce de déconnexion profonde du corps et aussi une forme de spiritualité. Je me sentais un peu déspiritualisée et j'ai trouvé dans le yoga, j'aurais pu le trouver dans autre chose, ce qui me manquait un petit peu. Et en même temps, un peu de façon similaire à Zineb, en arrivant dans ces milieux, je me suis aussi rendu compte que c'était des milieux profondément dépolitisés ou totalement inconscients ou totalement inintéressés aux questions, enfin en tout cas avec un impensé énorme sur les questions de justice sociale justement. Dans les milieux du bien-être, souvent, en tout cas dans ceux où j'ai été, et notamment dans les milieux du yoga contemporain en France, on ne parle pas de pauvreté, on ne parle pas d'enjeux de féminisme, on ne parle pas d'enjeux LGBT, on ne parle pas d'antiracisme. Souvent parce qu'on a l'impression que c'est pas le lieu et parce que c'est pas good vibe, alors qu'on essaye de créer voilà des espaces un peu détente, un peu déconnectés du quotidien des gens, comme si en réalité on pouvait se poser la question du bien-être, et moi c'est ça qui m'occupe, sans se poser la question des inégalités. Et donc c'est vraiment en constatant ça et en me disant mais c'est pas possible que des gens travaillent et fréquentent des milieux en espérant proposer du bien-être aux gens sans s'intéresser aux questions d'inégalité. On peut pas continuer comme ça. Enfin, pour moi, il y avait vraiment un enjeu de dire, en fait, la notion de bien-être, c'est une notion qui est profondément politique. Et d'ailleurs, si on reprend par exemple le premier slogan de la CGT à la fin du 19e siècle, c'est liberté, solidarité, bien-être. En fait, c'est une notion qui est profondément politique et elle a été dépolitisée pour ne devenir que la définition d'un marché. Aujourd'hui, on parle du marché du bien-être et c'est pas n'importe quel marché puisque c'est l'un des marchés les plus en croissance dans le capitalisme contemporain. On parle d'environ plus de 5000 milliards de chiffre d'affaires à l'international chaque année. Donc, à mon sens, c'est non seulement un fait économique, mais c'est aussi un fait social. Aujourd'hui, la plupart des gens ont des pratiques dites de bien-être. En gros, pour vous résumer ce que c'est le bien-être, c'est toutes ces pratiques dont l'objectif principal est de viser une forme d'équilibre global, c'est-à-dire émotionnel, spirituel, physique et même relationnel. Donc, vous pourrez trouver des pratiques sportives, des pratiques comme celles qu'on trouve dans les MJC par exemple, pilates, yoga. Tu faisais la différence, Magali, avec la danse, mais en réalité on pourrait se poser la question d'aujourd'hui si la danse telle qu'elle est pratiquée dans certains espaces n'est pas aussi qualifiable de pratique de bien-être. Mais il y a aussi évidemment toutes ces pratiques qui, je pense, ont un peu moins cours ici, mais qui seraient des pratiques plutôt esthétiques, ou des pratiques de détente du genre massage par exemple, et aussi des pratiques comme on en trouve de plus en plus un peu issues de néo-spiritualité et souvent issues de territoires extra-européens. Donc ça va par exemple de la médecine ayurvédique au chamanisme, à tout un tas de pratiques qu'on va pas forcément retrouver, il me semble, dans ce genre de structure comme les MJC, mais qu'on va retrouver dans énormément d'espaces de bien-être modernes. Vous pouvez vous retrouver à pousser la porte d'une salle de yoga et tomber sur une cérémonie du cacao qui est à la base une cérémonie spirituelle d'Amérique centrale et qu'aujourd'hui vous pouvez vous acheter pour 25 €. Voilà. Ce qui est discutable et peut-être qu'on y reviendra un petit peu. Voilà, peut-être qu'on peut, si ça te va, Zineb, continuer en faisant un peu le constat de comment est-ce que le bien-être c'est devenu une pratique néolibérale. Je ne sais pas si tu veux commencer. Oui. Oui, la question, donc c'est un peu la question que je posais. Alors, moi, je vais pas refaire tout l'historique du yoga parce que ça, je pense que ça vous intéresserait pas forcément dans le détail de comment cette pratique-là s'est transformée en gros de quelques siècles avant notre ère jusqu'à devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Mais pour rebondir un peu sur ce que disait Camille, c'est que moi, il y a quand même une autre ambivalence qui m'a frappée dans ces milieux du yoga, c'est qu'effectivement, c'était à la fois des espaces. Alors, je parle
de là où je viens, il n'y a pas vraiment d'études sociologiques en profondeur sur ces univers-là encore. Donc, moi, ce que j'ai pu observer, c'est principalement ce qui se passe dans des grandes villes, dans ce qu'on appelle les studios de yoga commerciaux, donc qui ne sont pas forcément la façon dont le yoga est enseigné typiquement dans des espaces comme les MJC. Ce que j'ai pu observer, c'est que c'était des personnes. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, si vous fréquentez des personnes qui pratiquent le yoga, c'est très rare d'avoir des personnes qui ne se sentent pas préoccupées ou qui ne parlent pas de leurs préoccupations écologiques, par exemple, ou qui vont pas avoir un discours qui va être anti-société de consommation ou alternatif. Donc, il y a aussi cette image aujourd'hui qui est un peu faussée pour moi autour du yoga, de personnes qui se regarderaient le nombril, qui seraient intéressées que par leur propre bien-être, etc. Pour moi, c'est pas exactement la question parce que dans ces milieux-là, il y a beaucoup de personnes qui se disent ou qui se vivent comme étant alternatives, mais qui finalement vont aller chercher une solution non plus de façon collective et politique, mais de façon individuelle. Et c'est ça, à mon sens, qui est intéressant, qu'on pourra discuter un peu plus tard. Mais pour revenir un petit peu en arrière, effectivement, la question, pareil, si vous vous posez la question du yoga, c'est quelque chose qui a connu un essor particulier, en tout cas en Europe, d'abord au début du 19e, enfin à la fin du 19e siècle, mais je vais vous épargner ces détails-là. Mais le deuxième grand boom du yoga en Occident et en Europe, c'est les années 60-70. Et dans les années 60-70, ce yoga-là, il se développe pas dans les grands centres urbains, dans des salles, à l'esthétique un peu léchée et sur des comptes Instagram. Il se développe dans des milieux qui sont justement alternatifs au sein de la contre-culture, principalement la contre-culture hippie. Et c'est des pratiques qui vont attirer aussi, avec tout ce que ça pose comme problème sur un regard assez orientaliste vers les pays dits justement orientaux. On va aller chercher en Inde et ailleurs ce qui nous semble manquer en Occident. Et cette contre-culture hippie, elle va aller chercher ces pratiques-là justement parce qu'elle les voit comme étant subversives ou subversives par rapport aux normes existantes. Subversives parce que c'est des pratiques qui sont perçues comme libératrices justement des corps, à une époque où on estime que les corps sont étouffés, que la sexualité est aussi réprimée. Et c'est des pratiques qui vont être vues aussi comme un moyen d'expérimenter d'autres formes d'état de conscience à une époque où l'Occident est en pleine guerre du Vietnam, sort de la Seconde Guerre mondiale et dans une logique impérialiste, etc. Et cette contre-culture hippie, elle va se dire le yoga, c'est une pratique, il y a encore l'image de Gandhi en tête, c'est une pratique qui véhicule la paix, c'est une pratique qui est synonyme de non-violence, c'est une pratique qui est vraiment à l'encontre en fait justement de cette logique impérialiste, de cette logique militariste et de cette logique finalement de domination occidentale. C'est aussi une pratique qui est vue comme quelque chose qui va reconnecter par exemple à la nature. Ouais. Quoi que cela veuille dire aujourd'hui, on peut en parler aussi plus tard, mais en tout cas c'est quelque chose qui est vécu comme quelque chose qui va subvertir les modes de pensée et les modes de vie dominants. C'est évidemment vu aussi comme une pratique qui va permettre d'accéder à des états de conscience modifiés et justement qui va permettre aux individus finalement de se vivre autrement que comme des petits employés modèles. On rejette à l'époque aussi tout le quotidien, métro, boulot, dodo, et on essaye d'imaginer ce que ce serait de vivre autrement. C'est aussi la période où beaucoup de gens vont aller vivre en communauté, notamment aux États-Unis, en France évidemment. Ces pratiques-là, en fait, c'est juste pour dire qu'elles s'insèrent à cette époque dans quelque chose qui se veut contestataire et qui se veut subversif. Et finalement, à mon avis, on peut se reconnecter aussi avec ce potentiel subversif qu'ont pu avoir ces pratiques-là à un moment donné. Et peut-être Camille, je te laisse enchaîner sur comment on en est arrivé là des années 60-70 à aujourd'hui. Il y a un autre temps fort historique, je pense, qui est intéressant à souligner, c'est la fin des années 80, le début des années 90, où on entre dans une période du capitalisme qui est le néolibéralisme, qui, en gros, pour résumer, est un capitalisme tellement poussé aux extrêmes que il va s'insérer un peu dans tous les interstices de la vie des gens, jusqu'à nous considérer, nous, humains, comme des petites entreprises. Comme des entreprises qui seraient en gros responsables de leur croissance et de leur déboire, nous, humains, individus, on va devoir être à la barre de notre propre développement personnel, de nos malheurs, de nos bonheurs. En gros, on est dans une nouvelle culture qui nous vient notamment des États-Unis évidemment, où on est censé nous s'auto-optimiser
et on est censé se responsabiliser quant à notre épanouissement personnel. Donc l'épanouissement n'est plus une question collective, par exemple, qui pourrait être liée à la façon dont est structurée notre société. Est-ce qu'on a accès au temps libre? Est-ce qu'on a accès à la nature? Est-ce qu'on a accès à des métiers épanouissants ou des relations sociales chouettes? Mais plutôt nous, responsables de nous auto-optimiser comme des individus, et donc en se tournant vers tout un tas de pratiques, et dont des pratiques de bien-être. En gros, tout à coup, pour être heureux, on vous dit, ben voilà, il va falloir faire du sport, vous lever, c'est les fameuses morning routines, les routines du matin, donc les réseaux sociaux pullulent aujourd'hui, c'est-à-dire d'une sorte d'injonction à se lever super tôt, et puis à, je sais pas, faire du sport de telle heure à telle heure, puis méditer, puis écrire sur un journal, puis faire telle chose, puis bien manger, puis... Enfin voilà, tout un tas d'injonctions qui en soi ne sont pas forcément, enfin bien manger, c'est pas que c'est pas bien, évidemment que c'est plutôt intéressant de bien manger, mais ça devient vraiment une injonction peu à peu, ça rentre vraiment dans une culture de vous devez vraiment tout faire pour être, pour vous auto-optimiser, pour être heureux. Et le problème de ça, c'est que ça pose une question, ça pose des questions d'inégalité. Est-ce que, enfin, bien manger, encore faut-il le pouvoir, en fait, encore faut-il pouvoir se tourner vers, enfin voilà, avoir accès à de nourriture de qualité. Ça pose une question de, dès lors qu'en fait on vous dit vous devez vous livrer notamment à des pratiques de bien-être pour être heureux, ben encore faut-il pouvoir se les offrir. Et puis donc encore faut-il pouvoir avoir accès à des espaces qui vous permettent, peu importe votre budget, d'avoir accès à ce type de pratiques. Et puis ça pose aussi une question de faut-il vraiment se tourner vers des pratiques de bien-être pour être heureux. Et enfin une question morale qui est il y a une philosophe slovène qui s'appelle Alenka Zupančič qui en 2008 théorise le concept d'impératif biomoral, c'est-à-dire cette idée qu'aujourd'hui, c'est pas tant que on vous conseille fortement de vous tourner vers des pratiques de bien-être, c'est que si vous ne le faites pas, vous êtes une mauvaise personne. Vous êtes socialement considéré comme une mauvaise personne. Donc, vous demandez de performer en quelque sorte le fait de faire du sport, le fait de prendre soin de vous, le fait de prendre soin de votre peau, etc., etc. Et ça, ça pose plusieurs problèmes. Ça nourrit un marché. Je vous ai parlé tout à l'heure de 5 000 milliards de chiffres d'affaires dans le bien-être. C'est donc les premières personnes, enfin les premières structures qui sont ravies de cette culture-là, c'est les entreprises qui se nourrissent de cette quête effrénée de bien-être. Et puis c'est aussi que ça ne marche pas, quoi. C'est-à-dire que en fait, vous pouvez vous livrer à toutes les pratiques de bien-être que vous voulez, dans l'espoir d'être heureux et heureuse. À la fin, si la planète brûle autour de vous, que les inégalités s'accroissent et que les grandes dominations, sexisme, racisme, etc. continuent d'exister, en fait, vous pouvez faire tout le Pilate que vous voulez, c'est pas ça qui va régler le problème. Et en plus, tout ce temps que vous passez, j'aime bien cette image, tout ce temps que vous passez à vous auto-optimiser sur votre vélo d'appartement, vous le passez pas forcément, je sais pas, à vous organiser politiquement, avec votre communauté, pour faire évoluer les choses, etc. Donc voilà, c'est pour dire, enfin, ça me semble pas inutile de poser le constat de ce qu'aujourd'hui les pratiques de bien-être sont devenues pour une part, pour dire aussi que c'est souvent ce constat qui fait qu'on les rejette en bloc. Et c'est là que, pour moi, c'est très très important. Je crois que c'est aussi ton cas, Zineb. Moi, mon livre, je l'ai écrit parce que j'avais vraiment envie de critiquer vivement ces pratiques et surtout la place qu'on leur donne dans notre société, dans notre culture néolibérale, mais aussi pour dire c'est dommage, parce qu'en fait, il y a là un dévoiement et une façon qu'a eu en gros le marché, le capitalisme de s'approprier ces pratiques et d'en faire quelque chose pour nous rendre en gros toujours plus individualistes, alors qu'en fait, en soi, ces pratiques ne sont pas mauvaises et on pourrait en faire autre chose. Pour moi, il y a vraiment un enjeu majeur ici parce que, alors moi, je fréquente pas mal de milieux militants et ce livre, je l'ai aussi écrit parce que j'étais un peu fatiguée dans les milieux militants et parfois un peu intellectuels en gros que je fréquentais, de voir qu'il y avait un mépris profond de ces pratiques qui s'explique par notamment ce qu'on vient de dire, mais qui parfois, il y a parfois un peu l'idée ou l'impression que on jette un peu le bébé avec l'eau du bain et on se pose pas forcément la question de ok, si ces pratiques elles n'étaient pas captées par le néolibéralisme, si ces pratiques on pouvait les subvertir, on pouvait en faire autre chose, qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Et faut-il vraiment se passer de ces pratiques dans le monde d'après, on va dire, qu'on essaye de créer quand on se situe plutôt à gauche, en tout cas dans l'envie de créer un monde plus juste et plus émancipateur pour tout le monde. Et donc c'est un peu, je crois, l'objet de nos travaux aussi, c'est de se dire, voilà, concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait en faire et pourquoi aussi, est-ce que si on regarde de haut à ce point ces pratiques, est-ce que c'est seulement parce qu'elles sont captées par le néolibéralisme ou
parce que parfois on y trouve des dérives sectaires, on pourrait y revenir, ou même des logiques fascistes et d'extrême droite. Hein. Aujourd'hui, dans le bien-être, on pourra en parler aussi, on y reviendra peut-être. On trouve vraiment des dérives, je crois, profondément fascistes qui sont très très alarmantes. Mais est-ce que c'est seulement pour ça que ces pratiques sont regardées de haut? Et est-ce que c'est pas aussi parce que on a un peu tendance parfois à les regarder, pour le dire un peu grossièrement, comme des pratiques de bonnes femmes, voilà, un peu comme ça, un peu méprisable, qui aurait pas la noblesse, je sais pas, d'un cours de théâtre, ou qui n'aurait pas la noblesse d'une pratique sportive masculine comme le basket ou autre. Donc je pense qu'on va en reparler, mais c'est pour dire que pour moi il y a aussi ce truc de ne pas se laisser complètement avoir par une rhétorique qui est parfois, voilà, pour moi il y a de bonnes critiques et il y a parfois un peu du mépris qui s'explique aussi par un contexte notamment patriarcal dans lequel ces pratiques ont émergé. Je sais pas si tu veux rajouter des choses. Oui, je voulais juste rajouter effectivement que, comme Camille, fréquentant des milieux militants et aussi universitaire, oui, le yoga a pas bonne presse et oui, c'est vu comme un truc de bonne femme, ça clairement. Et il y a un côté un peu voilà, caricatural de la personne qui boit des jus verts, qui se regarde le nombril et qui effectivement fait de façon un peu maniaque tout un tas de choses pour aller mieux. Et en même temps, ce regard méprisant, quelque part, il apporte rien parce que Magali nous disait en intro, c'est 20% des adhérents, adhérentes des MJC qui pratiquent aujourd'hui ces pratiques de bien-être. En France, c'est une dizaine de millions de Français, probablement plus de Françaises, qui s'adonnent aussi à ces pratiques de yoga en 2021. Donc en fait, on peut le regarder de haut, mais on peut se dire aussi de quoi c'est le symptôme et qu'est-ce que ça signifie et que vont y chercher ces gens. Et pour revenir un peu sur ce que disait Camille tout à l'heure, c'est un chercheur qui s'appelle Thomas Luckmann, je pense qu'il doit se prononcer Thomas parce qu'il est allemand, qui parle en gros de ce passage de ce qu'il appelle des grandes transcendances, la religion qui va finalement nous aider à aller mieux et à mieux vivre, à des moyennes transcendances, c'est la politique qui va nous aider à vivre mieux, à ce qu'il appelle des petites transcendances ou des transcendances individuelles, qui est, c'est finalement travailler sur soi qui va me permettre aujourd'hui de vivre correctement. Et en fait, on peut le regarder aussi d'un regard condescendant, mais on peut aussi se dire que c'est le fruit, et je parle aussi d'expérience personnelle parce que je suis un peu aussi finalement, mais comme plein d'autres gens, une incarnation entre guillemets de ça. C'est qu'à un moment donné, les gens aussi ont été déçus et désillusionnés par le politique, par l'action collective. On n'y croit plus, en fait, au bout d'un moment, sur comment est-ce qu'on va être capable de changer nos vies par le biais de l'action collective, pour tout un tas de raisons que je ne vais pas expliciter ici, mais que vous avez probablement en tête. Mais en tout cas, ce rétrécissement, entre guillemets, vers la quête d'un bien-être individuel, c'est pas uniquement parce que les gens sont égoïstes, individualistes, etc., c'est aussi parce que finalement, on se sent peut-être dépossédé de certains moyens plus collectifs de faire en sorte que nos conditions d'existence s'améliorent concrètement. Et ce rétrécissement-là, il est aussi significatif de quelque chose de plus large. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on fait un peu le retour finalement. Il y a eu cette désillusion politique, donc on s'est tourné vers les industries du bien-être ou vers des quêtes peut-être plus individuelles. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui se passe un peu dans l'autre sens, de se dire, ok, chercher frénétiquement mon bien-être individuel, ça ne va pas fonctionner dans une société qui brûle et il faut aller vers quelque chose d'autre. Voilà, je voulais juste rajouter un peu, rajouter ce point-là sur ce point de vue un peu condescendant qui parfois nous empêche de voir concrètement les racines aussi de ce qui fait que ces gens-là qui ne sont pas plus bêtes que d'autres se tournent vers du yoga ou du pilate ou d'autres pratiques de bien-être. Moi, j'avais une question. En fait, je me demandais justement comment on passe de ces pratiques individuelles et de chercher à se faire du bien vers une dimension collective, puisque en fait au début de vos interventions respectives, vous nous disiez que les personnes qui viennent pratiquer avaient toutes quasiment des considérations écologiques, une certaine idée du lien avec le vivant. Et pour autant, là, on est dans une pratique individuelle. Comment on passe le pas d'une pratique individuelle à une pratique collective? Comment on fait de nos pratiques du collectif? Comment on crée du collectif?
Eh ben, il y a pas une réponse, il y a en fait tout un tas de réponses. Et pour moi, il y a autant de réponses que de pratiques, mais oui, voilà, il y a autant de réponses que de pratiques. Mais moi, ce que j'ai essayé de faire, l'une des choses que j'ai essayé de faire, c'est de me dire, ok, bah si on veut subvertir nos pratiques et les rendre, on va dire, compatibles avec un projet d'émancipation et de justice sociale et environnementale, comment est-ce qu'on peut établir, je sais pas, des critères qui nous permettent de savoir si telle ou telle approche, si telle ou telle pratique, elle est ou non compatible avec ce projet. Et pour moi, il y a au moins 2 critères que je trouve intéressants, c'est de se demander si notre pratique, elle favorise l'émancipation individuelle déjà, si cette pratique, elle favorise, au moins elle ne se dresse pas entre nous et les luttes pour plus de justice sociale notamment. Donc pour vous donner un exemple, est-ce que telle ou telle pratique favorise mon émancipation individuelle? Si on reprend des activités sportives, par exemple, physiques et sportives, aujourd'hui, beaucoup de personnes vont au sport, et notamment des femmes, dans un système profondément normé, où en fait on attend des femmes qu'elles aient des corps extrêmement normés, en gros minces, les plus jeunes possibles. Beaucoup de femmes vont à ces activités, non pas pour le plaisir, ressentir de la joie et du plaisir dans son corps, qui je pense est un des objectifs de l'existence, mais pour garder ou retrouver un corps normé, en gros pour maigrir. À mon sens, aller vers ces pratiques pour maigrir, et donc du coup, par exemple, être un praticien, une praticienne du bien-être et dire aux femmes dans un cours de pilates, allez, c'est bientôt l'épreuve du maillot, c'est bien, on arrive au mois d'août, il va falloir maigrir pour être belle à la plage. Bon, à mon sens, pas très émancipateur. Maintenant, si ces mêmes pratiques, elles sont utilisées à des fins de plaisir, de joie, de ressentir des belles choses dans son corps, on a de la chance d'habiter nos corps et c'est notamment, il me semble, pour y ressentir du plaisir, et je trouve que déjà, c'est un peu plus émancipateur. De même, je sais pas, aujourd'hui, beaucoup de pratiques, et notamment dans des environnements type entreprise, sont utilisés à des fins de productivité. Dans des grandes entreprises, on va vous proposer du yoga, du pilates, du coaching ou je ne sais quoi, parce que on se dit que comme ça, vous serez plus efficace quand vous retournerez au boulot après le cours de sport. Bon, est-ce que vraiment c'est émancipateur de se dire que finalement on utilise ces pratiques pour être des machines toujours plus efficaces à l'entreprise? Pas sûr, à mon sens. Maintenant, à nouveau, si on utilise ces pratiques non seulement pour le plaisir, mais aussi pour par exemple, il y a tout un champ de neurosciences qui s'appelle, des sciences cognitives qui s'appelle la cognition incarnée, qui montre que quand on pratique et on développe sa puissance corporelle, mais même sa conscience du corps, notre état d'esprit change un petit peu, on se présente un petit peu différemment dans la vie. Donc, par exemple, moi, dans mon livre, je suis allée interroger plein de personnes qui ont des pratiques de type yoga, pilates, danse, et je leur ai demandé quel est l'effet sur toi dans ta vie de tous les jours. Et j'ai une nana qui témoigne et qui me dit, moi, c'est une femme noire qui a 25 ans à peu près, qui me dit, moi, je travaille dans une entreprise avec que des hommes blancs de 50 ans, et en fait, ma pratique de la danse et du sport, qu'elle pratique en gros 3 fois par semaine depuis 5 ans, fait que peu à peu, j'ai développé une sorte d'assise et de puissance que j'arrive à emmener dans des espaces où je suis clairement en situation de domination et où clairement avant je n'aurais pas parlé, je n'aurais pas pris la parole dans une réunion, où j'aurais bégayé, ou voilà. Et maintenant, en fait, je me sens dans une espèce de puissance personnelle qui a notamment été nourrie par ces pratiques. Sans doute pas seulement, évidemment, mais voilà. Donc à mon sens, là, on est déjà totalement dans autre chose. On utilise ces pratiques pour totalement autre chose que voilà, il me semble des logiques un peu aliénantes. Donc ça, c'était pour le critère d'émancipation individuelle. Après, est-ce que ces pratiques, elles favorisent l'engagement, ou en tout cas, elles ne se dressent pas entre nous et l'engagement? Si vous arrivez dans un espace de bien-être et que le prof, le praticien, la praticienne vous dit, tu sais, il faut pas t'engager, il faut pas t'énerver, il faut pas, je sais pas, militer ou manifester parce que tu vas faire baisser tes énergies. Comme on l'entend beaucoup dans une partie du bien-être qui utilise des termes comme les énergies ou ce genre de choses, on peut se dire que on est, à mon sens, dans un espace de bien-être qui ne favorise pas la mise en mouvement, le fait d'aller dans le monde et de se dire, moi aussi, je suis responsable de changer le monde. À mon sens, ça marche pas avec l'horizon d'émancipation qu'on essaie de créer. Mais par contre, vous pouvez aussi vous retrouver dans des espaces de bien-être où, au contraire, les personnes qui animent ces espaces vous invitent à considérer les autres, vous invitent à utiliser ces pratiques qui peut-être vous reposent ou vous donnent de la puissance, pour aller faire autre chose que vous tourner vers vous-même, mais
en gros, changer le monde, se battre pour des gens qui ont peut-être moins de privilèges que soi, ou bien même alors changer enfin, je sais pas, les dynamiques de domination dans sa famille, par exemple. Pour moi, par exemple, qui suis féministe, pour moi, si dans mes pratiques de yoga, moi, je suis prof de yoga aussi, donc je parle énormément de féminisme dans mes pratiques. Si à la fin, mes élèves, qui sont majoritairement des femmes, retournent dans leur environnement familial et je sais pas, ont par exemple une conversation sur la charge mentale mal partagée dans leur famille, et ben pour moi il y a déjà quelque chose de très pratique de l'ordre de changer le monde à son échelle dans sa famille. Et pourquoi par exemple une prof de yoga se mettrait à parler de charge mentale? En fait parce que mes élèves elles sont fatiguées, elles sont épuisées en fait, et moi je le sens dans leur corps, je le vois dans leur corps. Et quand elles me disent attends, il faut que je fasse une pause pendant ce cours parce qu'en fait cette semaine j'ai dû gérer mes enfants, j'ai dû gérer ça, puis mon foyer, puis machin, et ben en fait c'est aussi un espace de conversation où on peut se dire mais est-ce que tu es aussi fatigué que je sais pas ton mari par exemple, voilà. Donc je pense qu'on peut déjà commencer par des choses très simples à l'intérieur de nos pratiques. Et contrairement, je pense à ce que beaucoup de praticiennes de bien-être pensent, qui est qu'on n'est pas légitime à parler de ça. En fait, on est légitime à parler de ça parce qu'on a accès au corps, si on se pose la question du bien-être de nos élèves, de nos étudiants, des gens qu'on accompagne, en fait, on se pose la question par exemple, des logiques d'inégalité dans lesquelles ces personnes sont insérées. Voilà, donc c'est un exemple, on pourra y revenir bien sûr, mais c'était mon apport sur ce point. Je sais pas si tu... Moi, j'ai deux petites choses à ajouter qui sont un peu parallèles et peut-être qui vont susciter des réactions chez vous parce qu'il y a aussi à moitié une question. Mais en fait, le yoga, il est entre autres arrivé en Occident comme un sport, pas que, parce qu'il a été considéré comme un sport à un moment donné en Inde. Donc, c'est une transformation qui s'est faite en Inde et qui est arrivée ensuite chez nous ici en Occident. Et en fait, l'histoire du sport, c'est une histoire d'ambivalence, quoi. C'est une histoire, en fait, qui... des pratiques corporelles, en tout cas, elles ont toujours eu cette espèce d'ambiguïté entre une instrumentalisation qui vise à encadrer et discipliner les corps et une appropriation aussi qui vise à, au contraire, prendre sa place, s'émanciper, diffuser un certain nombre de valeurs, faire communauté. Et le yoga, quelque part, il n'échappe pas en fait à ces doubles enjeux qui sont à la fois quelque chose qui est de l'ordre de l'encadrement et quelque chose qui est de l'ordre de prendre place et habiter son existence. Et je pense que le yoga aujourd'hui, peut-être que dans d'autres dynamiques sportives ou pratiques corporelles, on se pose moins la question, mais finalement, le yoga, il est aussi ce qu'on en fait quelque part collectivement, nous, en tant qu'enseignants, et ce qu'on en fait aussi collectivement en tant que peut-être structure qui accueille ces pratiques-là. Et le yoga, il n'est pas inhéremment ceci ou cela, il est ce que les personnes en font. Et ça m'amène à ma deuxième suggestion, piste de réflexion, qui est une piste que j'explore personnellement en ce moment, qui est la question en fait, de la pédagogie, et qui, je pense, se pose particulièrement dans des structures comme les MJC, où en fait, le yoga, on hérite d'un univers de par tout un tas de processus de traduction culturelle et de circulation, on va dire, culturelle, historique, etc. D'un univers qui est assez hiérarchisé, avec des figures d'autorité qui sont vachement mises au-dessus. Le prof de yoga, alors peut-être que vous pratiquez le yoga ou autre, mais voilà, on va chercher des réponses chez ces personnes-là, on les place sur un piédestal, et elles-mêmes ont tendance eux-mêmes, parce qu'il y a aussi quelques hommes, ont tendance à se placer aussi dans une posture d'autorité, pas parce que c'est des mauvaises personnes, mais parce qu'on hérite un peu de cet imaginaire aussi qui a un climat un peu particulier, très patriarcal, très hiérarchique. Et on a le sentiment aussi que à travers les pratiques de yoga, on doit diffuser certaines valeurs d'une certaine manière. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a toute une réflexion qui est en train d'être menée par quelques personnes, qui est comment est-ce que pédagogiquement on crée justement des espaces qui favorisent le lien, qui favorisent la discussion, qui favorisent l'échange. Parce que c'est vrai que le yoga, vu de l'extérieur, ou d'autres pratiques de bien-être, on est un peu chacune sur notre tapis. Et si on regarde ça de loin, on se dit, il se passe rien. Sauf que c'est pas vrai. Comme le dit Camille, c'est des personnes qui reviennent régulièrement. Il y a tout un tas de liens faibles qui se font, tout un tas de liens forts aussi. Et une nouvelle fois, je reviens sur ce que j'ai dit avant.
moi, je remarque quand même que c'est des personnes qui viennent là avec des questions en général existentielles. C'est des personnes qui viennent là avec souvent en tout cas, dans des périodes de vulnérabilité. On ne s'inscrit pas au yoga comme on s'inscrit au badminton, en fait. Enfin, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la quête existentielle. Et pour moi, c'est vraiment une opportunité. Alors malheureusement, plein de gens le prennent comme une opportunité de se faire de l'argent et de venir capitaliser sur des vulnérabilités. Mais je pense que c'est aussi une occasion, justement, d'ouvrir des discussions autour de ces questionnements-là. Alors évidemment, dans le cadre d'un cours, je ne sais pas, d'1 heure, les personnes, elles viennent là pour bouger, pour se mettre en mouvement, pour tout un tas d'autres choses. Et l'idée, c'est pas de faire des espèces de speech descendants pour leur expliquer, voilà, je sais pas quoi, la vie. Mais en tout cas, de savoir qu'on a un public qui vient en questionnement, ça pose la question de nous, en tant que prof de yoga, ou, je sais pas, d'autres pratiques, comment on crée la discussion, qu'est-ce qu'on cherche à leur apporter, quelles pratiques pédagogiques on met en œuvre. Et ça, c'est des impensés, entre autres parce que la profession d'enseignant de yoga, elle est complètement dérégulée, absolument pas encadrée. Les formations sont très inégales, de plus en plus aujourd'hui, parce que c'est un marché qui est complètement ouvert. Et la question de la pédagogie, on ne se la pose pas. On est là, on est le prof, on vient, on fait de l'instruction, c'est-à-dire qu'on déclame un cours. C'est intéressant de voir que la pédagogie, elle est héritée dans le yoga, notamment de l'instruction militaire, parce que le yoga a été beaucoup déployé dans des environnements, justement, dans l'armée, par exemple, ou dans des programmes d'éducation de la jeunesse, etc., etc. Et pour moi, il y a tout un tas de choses hyper intéressantes à explorer, où, à mon sens, justement, les MJC peuvent être vraiment un vecteur en fait, de réflexion autour de ça, notamment autour de tout ce qui est méthode d'éducation populaire. Et moi, c'est des choses que je commence à expérimenter dans mes cours et dans les espaces que je crée, qui ne sont pas forcément des cours d'1 heure, mais des cours un peu plus larges, où on va lire des textes au début de la pratique, pas forcément des textes de yoga d'ailleurs, mais des choses qui vont être amenés par le yoga. On va tester d'autres façons en fait de partager les savoirs. On va essayer d'avoir des espaces d'autonomie au sein de ces cours-là. Et alors évidemment, ça ne va pas changer le monde, hein. On ne va pas révolutionner voilà, les politiques par nos cours de yoga, mais en tout cas, on peut faire en sorte que les espaces de bien-être soient des espaces d'expérimentation, des espaces où on teste d'autres façons de faire. Et pour moi, c'est, on utilise des termes un peu différents avec Camille, mais on a un peu la même idée, qui sont des espaces en marge des normes dominantes, ou qui veulent subvertir un peu ces normes dominantes. Et je vais m'arrêter là parce que j'ai beaucoup parlé. Oui, j'avais envie de rebondir là-dessus. Effectivement, toi, tu parles de marge, et moi, je dis souvent que l'un des gros avantages ou des gros intérêts des espaces de bien-être aujourd'hui, c'est que ce sont l'un des rares espaces qui permettent d'accueillir les vulnérabilités. C'est-à-dire dans les espaces de bien-être, que ce soit des cours de sport ou je sais pas, des espaces davantage à vocation thérapeutique, où on vient notamment parler de ses émotions. Je sais pas, je pense par exemple au cercle de parole ou à certains accompagnements thérapeutiques. Ce sont les rares espaces où on peut être des corps, et on peut aussi être des êtres dotés d'émotions parfois négatives, et venir avec son bagage, avec ses traumas, avec ses deuils, etc. Je pense que c'est profondément nécessaire, évidemment, d'avoir des espaces comme ça dans une société, a fortiori quand cette société exige de nous que nous soyons de plus en plus des êtres parfaits, des êtres machines, qui ne ressentiraient pas la fatigue, qui ne ressentiraient pas la peine, qui seraient constamment aptes à être efficaces, notamment pour travailler. Voilà. Et donc, à nouveau, si ces espaces renforcent cette dimension corps-machine super efficace, à mon sens, ce ne sont pas forcément hyper intéressants. Mais par contre, si ces espaces sont des espaces qui permettent d'accueillir des vulnérabilités, de venir, je sais pas, que ce soit se défouler dans un cours de danse pour voilà décharger un peu de sa vie, quoi, en fait, de ce que la vie nous fait, ou que ce soit des espaces où on peut ressentir des choses, ressentir du plaisir, ou même simplement se reposer dans une société qui a quand même tendance à nous fatiguer, hein. Les gens, on le voit dans les statistiques, les gens se sentent de plus en plus fatigués depuis les 15 dernières années, en gros. Et à mon sens, c'est assez intéressant. Et ça l'est encore plus si ce ne sont pas juste des îlots pour décharger un instant ou se reposer un instant, mais peut-être aussi pour ouvrir des brèches. C'est-à-dire, je sais pas, par exemple, je pense à des praticiens. Aujourd'hui, je pense à une artiste et praticienne grenobloise dont j'ai oublié le nom,
que je pourrais vous ressortir, qui organise des siestes qu'elle appelle des siestes PEP, c'est-à-dire pour en profiter. Elle organise des espèces de... En gros, c'est comme des cours, je sais pas, ça pourrait être, au lieu d'aller à votre cours de danse, vous allez à votre cours de sieste. Et en gros, il s'agit de s'allonger sur quelque chose de confortable, avec une musique douce, en groupe, avec cette idée de le faire en collectif, et juste de rien faire d'autre que ne rien faire, en fait. Et cette idée de cultiver du rien faire dans une société qui ne nous valorise que dans l'hyperaction, que dans l'hyperagir, à mon sens, c'est hyper intéressant, surtout si on se rend compte à quel point nos corps ont été colonisés par le capitalisme, au point de ne plus arriver à s'apprécier dans le rien faire. Je dis toujours aux gens, mettez-vous sur votre canapé, ne faites rien, et voyez à quel moment vous allez commencer à paniquer, à vous regarder comme une personne paresseuse ou inutile, ou à quel point vous allez commencer à vous juger dans le non-agir, alors même que le non-agir, c'est absolument nécessaire, ne serait-ce que pour notre système nerveux, très basiquement. Et donc, pour moi, il y a vraiment ce truc de constater que si, en fait, je suis dans un monde qui me fait me juger dans le non-agir, alors même qu'en fait, c'est juste bon pour ma santé, ma survie et la survie de mes pairs, en gros, il y a un problème. Et donc, évidemment, il ne s'agit pas de dire que tout à coup, si on se mettait tous à faire des cours de sieste, le monde changerait comme par magie, les inégalités disparaîtraient, mais il s'agit de dire... ça peut être intéressant d'utiliser ces pratiques comme des façons d'ouvrir des brèches. Et à mon sens, moi, c'est une réponse que je fais toujours dans les milieux militants qui nous renvoie souvent, pas toujours, mais souvent, l'idée que ces pratiques seraient fondamentalement dépolitisantes, inutiles, et seraient en gros un obstacle et une perte de temps alors qu'il y a tant de combats urgents à mener. Et c'est vrai, il y a des combats urgents à mener, évidemment, mais dans les combats urgents, il me semble qu'il y a la nécessité de démanteler ce système de l'hyperaction qui en réalité nous fait du mal. Voilà. Parmi les choses que vous venez de dire, il y a quelques points qui fait directement écho il me semble en tout cas, à ce qui nous préoccupe dans nos structures. Et notamment, on a parlé d'horizontalité. Moi, ça me fait penser à la notion de arriver dans nos activités hebdomadaires, à réinstaller de la participation et en tout cas d'imaginer des espaces dans lesquels les personnes qui viennent pratiquer puissent inventer un peu et puissent proposer des choses qui viennent d'eux ou d'elles. Et il y a surtout la notion on parlait que tout le monde soit le bienvenu ou la bienvenue, et ça fait directement écho à un principe assez fort dans toutes les maisons, c'est l'accueil inconditionnel. Et donc je me demandais si cette notion d'accueil inconditionnel, c'était peut-être justement pas un levier, en tout cas pour nous, parce que ça fait écho très fort à quelque chose qui est porté dans toutes les maisons. C'était peut-être pas un levier permettant de donner une nouvelle dimension au cours, c'est-à-dire d'essayer de faire attention à chacun et chacune, à chaque corps. Est-ce que c'est un élément sur lequel vous aimeriez rebondir ou tu veux que j'y aille ou c'est évidemment pour moi un point absolument essentiel. Aujourd'hui, on constate que la plupart des pratiques de bien-être, elles sont accessibles majoritairement à des personnes qui ont déjà le temps de s'y consacrer, les moyens de s'y consacrer, et qu'en général, les espaces de bien-être qu'on a étudiés, notamment, Zineb, tu parlais tout à l'heure plutôt des espaces de yoga assez urbains, en réalité, pour le coup, ce sont des espaces qui sont majoritairement fréquentés par des personnes au corps très normé, en général des personnes blanches, en général des personnes qui ont les moyens, etc. Et donc ça, c'est évidemment un problème, puisque on peut faire le constat que les gens qui ont vraisemblablement le plus besoin de ces pratiques, c'est-à-dire souvent les personnes minorisées, les plus dominées, qui font les métiers les plus compliqués, sont aussi les personnes qui sont le plus privées de ces pratiques-là. Et donc, évidemment que des espaces comme les vôtres notamment, sont des espaces qui peuvent permettre en quelque sorte de pallier légèrement ce problème-là. Mais plus généralement, quand on dézoome, on se rend bien compte que ces dernières années, ces îlots accessibles à tous, je pense par exemple aux piscines municipales. Il y a un enjeu aujourd'hui des piscines municipales où il y a de moins en moins de piscines municipales. Les piscines sont de plus en plus gérées par le secteur privé, et donc du coup, finalement, les gens qui peuvent avoir accès à ces espaces-là, je parle des piscines municipales parce que finalement pour moi aller à la piscine ça peut rentrer un peu dans une pratique de bien-être. C'est de moins en moins possible pour tout le monde d'avoir accès à ces pratiques. Après, je pense aussi que il y a évidemment une question de, une fois que ces personnes ont accès à cet espace, sont-elles accueillies correctement ? Moi, je consacre tout un chapitre à s'interroger sur est-ce qu'on est capable
d'être sûr qu'on va proposer des espaces qui soient, par exemple, pas une violence supplémentaire. Dans les espaces de bien-être, il y a souvent notamment dans les espaces de sport, des logiques très normatives sur les formes de corps. Pour le dire autrement, on parle de grossophobie. En gros, si vous êtes une personne grosse dans un espace de bien-être, vous prenez déjà le risque de tomber sur des gens qui vont essayer de vous faire mincir, ce qui est déjà une question en soi. Est-ce qu'on a besoin de mincir? Je ne crois pas. Enfin, aujourd'hui, les militants anti-grossophobie le disent. Et donc, est-ce que les personnes qui travaillent dans le bien-être sont formées à accueillir correctement tout le monde? La question du trauma. Aujourd'hui, par exemple, pour évoquer un sujet pas très agréable, les chiffres montrent qu'une femme sur 10 sera violée dans sa vie. Ben, est-ce que quand vous êtes un praticienne de bien-être et que vous vous adressez à des corps qui ont peut-être vécu des traumatismes profonds, est-ce que vous êtes sûr que vous êtes capable de vous adresser à des personnes qui ont potentiellement traversé ce type de traumatisme ou d'autres? Aujourd'hui, on parle de plus en plus d'approche trauma informée. À mon sens, il y a un enjeu à former les praticiens, les praticiennes de bien-être qui s'adressent au corps sur les questions du trauma. Et c'est pas du tout le cas. D'ailleurs, puisqu'on parle d'à peu près 20% de personnes qui viennent fréquenter des espaces de bien-être dans les MJC, pour moi, il y a un enjeu majeur à se dire, est-ce que vos praticiens, praticiennes sont formés sur la question du trauma? J'imagine que c'est pas forcément le cas comme dans la plupart des espaces de bien-être, mais pour moi il y a un enjeu vraiment, c'est urgent en fait de se former sur ces questions. On peut aussi parler évidemment des questions d'antiracisme, d'accompagnement des publics LGBT. Enfin voilà, on est honnêtement globalement dans le monde du bien-être, mais ailleurs aussi un peu encore à la ramasse sur ces questions. La question du consentement aussi évidemment, dans le bien-être et notamment dans les pratiques corporelles, dans le yoga par exemple, il y a beaucoup la question du toucher. Dans un cours de yoga classique, vous allez avoir des profs qui vont venir poser leurs mains sur leurs élèves pour ce qu'on appelle les aligner, c'est-à-dire les aider à aller un peu plus dans la posture. Bon, en fait, en général, ça se passe sans que la personne touchée n'ait donné son consentement au toucher. Ce qui, peut-être, pour beaucoup de gens, n'est pas très grave. On va se dire, ça va, on peut se faire toucher l'épaule. En fait, ça dépend en fait de votre parcours de vie. Ça dépend. Il y a des gens pour qui c'est vraiment pas envisageable, ou alors pour qui ça va pas être vecteur de bien-être. Donc, c'est quand même un peu paradoxal pour un espace de bien-être. Donc voilà, il y a tout un tas d'enjeux comme ça, je pense. On peut s'inspirer, moi j'ai essayé de le faire, mais évidemment ça reste des exemples dans ce livre, mais de pratiques qui existent déjà, de bonnes pratiques, de choses tant sur la question du consentement que sur la question de l'inclusion, que voilà, de choses dont on peut s'inspirer. Et ce qui est chouette, c'est qu'il me semble que depuis 2 ou 3 ans, on voit de plus en plus de personnes dans le monde du bien-être notamment vraiment s'intéresser, prendre ces questions, s'exprimer, partager des bonnes pratiques, notamment sur les réseaux sociaux. Et donc, je crois qu'on évolue quand même très lentement, certes, mais on évolue sur ces questions. Moi, j'avais une dernière chose à ajouter aussi, c'est que autour de ces questions d'accueil inconditionnel, il y a aussi tout l'imaginaire que le yoga charrie. Enfin, je parle du yoga parce que c'est vraiment mon domaine de spécialité, mais qu'en tout cas, ces pratiques de bien-être charrie. Moi, j'ai donné des cours de yoga en milieu carcéral et en centre d'hébergement et de réinsertion pour personnes qui sortent du coup de détention. Et il se trouve qu'une des personnes qui était très régulière dans ce centre d'hébergement et de réinsertion partait, ce qui était une bonne nouvelle, mais il voulait continuer à pratiquer le yoga. Et je lui ai dit, regarde, il y a une salle où je donne cours qui fait partie de ces salles un peu parisiennes, qui était très simple, mais qui malgré tout charriait cette image de quelque chose de chic, d'un peu aseptisé, tout un tas de codes en fait, qui sont les codes aujourd'hui de ces milieux du bien-être et du yoga. Et je lui ai dit, il y a un tapis solidaire, n'importe qui peut venir, payer ce qu'il ou elle veut pour assister au cours. Et il m'a dit, mais moi je fous pas les pieds dans cet endroit. Il m'a dit, c'est un truc de Bourges et c'est un truc de blanc. Et il a raison. Aujourd'hui, l'imaginaire du yoga, alors que c'est paradoxal. C'est-à-dire que le yoga, on a besoin, là, on peut tous faire du yoga ici, vous avez besoin de rien, ni de matériel. Oui, allez, c'est parti. Non, mais on a besoin de rien, en fait. C'est quelque chose qui est extrêmement peu coûteux, que tout le monde peut faire. Et effectivement, ça va véhiculer aujourd'hui parce que ça a été tellement récupéré par cette espèce d'esthétique un peu spa où tout le monde doit être silencieux. Alors moi, quand j'en ai des cours justement dans des milieux qui sont pas des milieux bourgeois, quoi, non, dans les cours de yoga, ça papote, ça discute, on interrompt le cours, on fait autre chose. Et oui, moi j'ai appris le yoga dans des codes justement très bourgeois, machin. Au début, je disais, mais quand même, ils sont pas très concentrés, etc. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, non, mais on s'en fout, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, c'est pour dire aussi que il y a une responsabilité un peu. Alors, je dis ça, je sais même pas trop par quel bout prendre le sujet, mais je dis ça aussi parce que
de fait, les MJC, je pense, accueillent un public bien plus varié que ce qu'on peut voir dans des lieux très spécifiques, dans les grands centres urbains, etc. Il y a un enjeu aussi, je trouve, à décoloniser en fait cet imaginaire. C'est quand même paradoxal. Le yoga, c'est une pratique qui vient d'Inde et aujourd'hui qui est pratiquée principalement par des personnes en général plutôt riches. On n'a pas de statistiques ethniques en France, mais on peut voir assez rapidement que c'est plutôt destiné à un public plutôt blanc. Par contre, on sait que c'est destiné à un public, en tout cas que les pratiquants sont des CSP+, en général, avec des niveaux d'études assez importants. Et ma question, c'est au-delà de la question de l'accessibilité financière, cette question aussi de décoloniser cet imaginaire du yoga comme quelque chose de bourgeois, de blanc, et de réserver à ces personnes-là. Parce qu'en réalité, pour avoir justement donné des... Moi, c'est un peu ce qui m'a convaincue à devenir prof de yoga. Je le raconte pas toujours, mais je pratiquais le yoga et j'avais toujours cette ambivalence. Je me disais, mais c'est quand même un truc de bourge. On est tous là entre bourges en train de se dire, qu'est-ce qu'on est bien à manger des graines de chia. Et en fait, j'ai donné un cours parce qu'on me l'a demandé. J'ai donné quelques ateliers dans un centre de détention en région parisienne. Et il se trouve que les personnes qui étaient en détention appréciaient en fait la pratique et ils trouvaient une forme de réconfort. Alors ça n'a pas changé leur vie, mais c'était une bulle de respiration et surtout c'était des personnes qui pour la première fois faisaient l'expérience de leur corps, apprenaient à respirer, se rendaient compte à quel point fermer les yeux c'était compliqué pour eux parce que j'intervenais dans un milieu masculin et ils attendaient le cours d'après avec impatience. Et surtout, c'est une pratique qui pouvait faire en cellule en fait, une pratique sur laquelle on peut s'autonomiser assez rapidement et qu'on peut pratiquer n'importe où. Alors ça pose plein de questions aussi sur la question de la récupération du yoga par le milieu carcéral, mais ça je vais pas rentrer dedans parce que c'est très vaste. Mais en tout cas, il se trouve que c'est une pratique qui marche et qui a des bienfaits quel que soit le milieu dont on vient et qui est très peu coûteuse. Donc pour moi, décoloniser cet imaginaire, c'est aussi quelque chose dont on a la responsabilité en tant que prof et notamment investir des espaces qui sont peut-être moins glamour que ce qu'on voit aujourd'hui sur les magazines ou les réseaux sociaux ou ailleurs pour en faire vraiment une pratique communautaire au sens propre du terme, quoi. Voilà, je terminerai là-dessus. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Et après, je propose qu'on passe ensuite à la partie de questions-réponses avec la salle, si ça vous va. Complètement. J'avais ce que tu disais, Zineb, m'inspirait juste 2 points rapides. Le premier, c'est que moi, aujourd'hui, mon expérience de prof de yoga, c'est dans un foyer rural. J'habite dans un petit village de 800 habitants en Île-de-France. Et du coup, c'est le foyer rural qui nous prête la salle. Et le cours de yoga, c'est vraiment un espace avec plein de gens du village. Il y a tous les âges. Et quand même... à partir de 25 ans, on va dire, on a un peu de difficulté à avoir des jeunes, mais très jeunes en tout cas. Mais du coup, c'est aussi un espace, évidemment, qui n'est pas juste un cours de yoga, c'est aussi un espace où on croise sa voisine et on se vit un peu différemment que juste quand on se croise à la boulangerie ou à la sortie de l'école. On est un peu ensemble des corps dans un espace avec les difficultés qu'on peut avoir. Moi, ce que je préfère, c'est voir, je sais pas... 2 copines ou 2 voisines qui râlent toutes les 2 parce qu'elles n'arrivent pas à faire telle ou telle posture. Et en fait, il y a aussi ce truc de... c'est des expériences qui nous lient, en fait, tout simplement. C'est des choses qu'on vit ensemble. Et notamment pour des femmes qui vont moins, par exemple, à des pratiques sportives collectives, qui vont peut-être moins faire le foot du samedi après-midi. Mais en fait, parfois, c'est... la première fois qu'à 50 ans, elles vivent un truc collectif. Alors même si le yoga, la pratique qu'on fait, elle est individuelle dans notre corps, mais en même temps, elle peut être beaucoup plus collective dès lors qu'en fait on crée de l'échange. Et je pense que du coup, ça peut créer très fortement du lien social. Donc ça, c'était la première chose sur laquelle j'avais envie de rebondir. Et puis la seconde, c'est aussi que je pense que l'une des logiques capitalistes un peu nulles qu'on a dans le bien-être, c'est de nous faire croire que ces pratiques, il faut qu'elles soient très compliquées, effectivement, dans des espaces très particuliers, peints en blanc, avec des hauts plafonds et des belles lumières. Alors qu'en fait, la plupart de ces pratiques, on peut les faire à peu près n'importe où. Dans un parc, c'est ce qui se passe pas mal en Inde notamment. Il y a des pratiques de bien-être qui consistent globalement à être sur son canapé et respirer. On peut aussi trouver des pratiques de bien-être dans la religion, dans la spiritualité. En réalité, il y a des gens qui me disent « Ah, moi, j'ai pas de pratique de bien-être. » Je dis « Ah, comment ça ? Bah oui, si. Par contre, je sais pas, j'ai telle spiritualité, j'ai telle religion, et quand je prie, en fait, j'ai l'impression que ça ressemble à de la méditation, qui est aujourd'hui un peu considérée comme une pratique de bien-être. Donc parfois, c'est aussi des pratiques qu'on a sans même les qualifier de pratiques de bien-être, et c'est pas grave. C'est juste je pense, de pas imposer, parce que moi, je suis parfois
dans des rencontres ou des conférences, j'ai des profs de yoga qui me disent mais oui, mais comment faire pour que tout le monde se mette à faire du yoga? Je dis mais vraiment, il y a pas besoin en fait. Je pense que c'est encore une fois dans cette idée de logique descendante, il s'agira à aucun moment d'aller comme ça marteler aux gens, allez, ayez des pratiques de bien-être, mais plutôt de laisser émerger auprès des personnes les pratiques qui en fait leur correspondent avec leur mode de vie. Voilà. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on passe à la partie questions-réponses. Je ne sais pas si certaines d'entre vous dans la salle ont des questions à poser. Si c'est le cas, je vais me lever pour vous passer le micro. Comme ça, on vous entendra bien sur l'enregistrement. Ne soyez pas timide. Merci beaucoup. Bon, vos interventions sont vraiment passionnantes. Hein, c'est extrêmement riche. Et je me posais une question certainement ingénue, mais vous parliez justement, Zineb, que le yoga, vous l'aviez pratiqué en prison, ou avec des personnes qui étaient sorties de prison, que l'armée avait travaillé sur le yoga, et parallèlement, vous disiez que c'est une pratique qui est extrêmement féminine. Donc je voulais premièrement savoir pourquoi les hommes ne pratiquaient pas le yoga. Voilà, parce que c'est vrai que moi, ça ne me viendrait pas l'idée de pratiquer le yoga. Autant je pourrais m'inscrire à la salle de sport, c'est pas le cas, hein, vous voyez bien, mais pas au yoga. Et deuxièmement, il y a des choses qui se passent parce que c'est une pratique qui réunit des femmes. Il y a des choses qui se passent dans le cours de yoga. Si les hommes venaient à s'inscrire à un cours de yoga, le paradigme changerait complètement. Enfin, les choses qui se passeraient dans ce cours-là seraient différentes. Donc, comment vous voilà, à la fois il y a cette, est-ce que c'est important que les hommes puissent pratiquer le yoga et donc changer un petit peu toutes ces représentations qu'on a sur le yoga, ou est-ce que finalement c'est pas si souhaitable que ça que ça se passe? C'est une question super riche, et pour la partie historique, c'est pour ça que Camille m'a tendu le micro. Pour la partie historique, c'est intéressant de savoir qu'en Inde, le yoga, c'est une pratique exclusivement masculine, très patriarcale. Et si on lit des textes de yoga anciens, la plupart sont extrêmement misogynes, parce que, bon, comme dans toutes les pratiques, on va dire, à connotation spirituelle ou religieuse, jusqu'à très récemment, la femme, c'est la tentation, globalement. C'est ce qui nous dévoie du chemin spirituel. Donc voilà, si on lit des textes de yoga, la plupart sont assez misogynes, excluent les femmes. Et le yoga a connu une renaissance et une démocratisation en Inde au début, fin du 19e, début 20e, surtout début 20e, dans le cadre de la lutte contre la colonisation britannique. Et à ce moment-là, en fait, les pratiques de yoga physique, donc corporelles, on a mis de côté le spirituel, on va dire, et on a récupéré, les militants nationalistes hindous, c'est le ont récupéré les pratiques corporelles du yoga pour en faire un moyen d'entraînement physique pour construire des corps forts, des corps puissants, qui permettraient finalement de légitimer la puissance de l'Inde et donc sa capacité à s'autogouverner. Donc c'est assez à l'image de ce qui s'est passé en Europe aussi avec les sports, hein, avec quelque chose de à la fois nationaliste et en même temps de très viril. Donc c'est assez déroutant quand on voit ça jusqu'à très récemment, de se dire bon, à quel moment c'est devenu une pratique essentiellement féminine. C'est une pratique essentiellement féminine en Europe, en Occident, pas encore en Inde. Et la façon dont ça s'est déployé en Occident, c'est tout simplement que les premiers missionnaires hindous, parce que le yoga s'est transmis aussi via une logique missionnaire, toujours dans cet objectif de revaloriser l'image de l'Inde et de réaffirmer sa puissance, c'est diffusé en Occident par des gourous indiens qui sont arrivés, là je vais parler plutôt du fin 19e, début 20e, et surprise en Europe, qui s'intéressent aux spiritualités alternatives, qui s'intéressent à des façons finalement de pratiquer la religion différemment, c'est les femmes. Sans grande surprise, parce que les religions sont des milieux éminemment patriarcales, et du coup elles vont chercher à trouver des voies un peu différentes pour se connecter à la transcendance ou autre. Donc ça, c'est pour la partie un peu plus, on va dire, spirituelle du yoga, où on va connaître cette première mondialisation du yoga chez un public féminin en Occident. La deuxième chose, c'est, alors là je ne vais pas trop me perdre dans les détails historiques, mais c'est que concomitamment à la naissance du sport en Occident, on va avoir des sports genrés, les sports masculins qui sont là pour développer la virilité des hommes, etc., des corps puissants, blablabla, blablabla. Et on va avoir aussi des gymnastiques féminines qui, elles, vont être développées pour plutôt
répondre aux normes de genre féminine. Donc ça va être pour développer la minceur, la grâce, le maintien, etc. Il ne faut pas que ce soit trop ostentatoire, il ne faut pas que ce soit trop viril. Je vous conseille le documentaire d'Arte Toute musclée, qui est très intéressante sur ces sujets-là. Et il se trouve que dans ces gymnastiques féminines européennes, on va avoir aussi tout un courant qui va se développer autour de ce qu'on va appeler des gymnastiques harmonielles, un peu ésotériques, avec des histoires de complétude, d'harmonie, etc. Et le yoga va trouver, on va dire, un essor ou en tout cas une résonance particulière au sein de ces milieux-là. Et le yoga va aussi être développé volontairement auprès de ces publics féminins par tout un tas d'institutions. Par exemple, en diffusant des programmes de yoga à la télé, à des horaires qui sont destinés à des femmes et foyers, mais aussi parce que le yoga, ça va être considéré comme des gymnastiques douces qui sont finalement des espaces acceptables à fréquenter pour les femmes. Donc, on va voilà. Donc, c'est un peu le paradoxe aussi de cette féminisation du yoga, c'est qu'à la fois, ça va être des espaces justement où les femmes vont trouver des lieux de liberté, des lieux de rencontre, des lieux d'échange, et en même temps des espaces qui vont répercuter tout un tas de normes extérieures concernant les corps féminins, la grâce, le maintien, tout un tas de trucs autour de la santé reproductive aussi, dont je passe les détails. Donc aujourd'hui, globalement, c'est des espaces majoritairement féminins. Il y a eu tout un tas d'autres facteurs que je ne vais pas développer ici autour de la féminisation du yoga. Effectivement, si les espaces de yoga sont féminins, c'est pas tant que c'est les femmes qui les fréquentent que c'est les hommes qui les fréquentent pas. Comme tout un tas de métiers ou de pratiques féminines, on voit que sociologiquement, c'est pas les femmes qui envahissent entre guillemets ces milieux-là, c'est les hommes qui s'en extraient parce que ne veulent pas être associés à tout un tas de normes qui existent dans ces milieux-là. Est-ce que les hommes devraient fréquenter ou non les espaces de yoga? Moi, je vais pas en faire un objet de militantisme, ils sont les bienvenus et puis s'ils ne souhaitent pas les fréquenter, c'est pas à moi de faire l'effort finalement de les y intégrer. Mais malgré tout, je pense qu'effectivement, ça serait intéressant autour de ce que disait Camille tout à l'heure sur l'accueil des vulnérabilités. Parce que oui, le yoga c'est perçu comme un truc de bonne femme parce qu'on va y parler des émotions, parce que parfois il y a des gens qui pleurent dans les cours de yoga tout simplement parce qu'on s'assoit en silence et ça peut faire remonter aussi un tas de choses. Et c'est vrai que dans une perspective, on va dire, de déconstruction de certaines masculinités hégémoniques, je trouve que ces espaces-là sont intéressants. Mais c'est vrai que moi, justement, ma première expérience en prison, dans un centre de détention, les personnes qui sont venues, forcément, c'était des personnes, c'était que des hommes qui étaient incarcérés pour des peines longues. Et qui sont arrivés, et on était 2 profs femmes, et on s'est dit, va falloir mettre le paquet pour gagner un peu en crédibilité, et on leur a fait faire une pratique très dynamique, et au bout de quelques salutations au soleil, qui est un entraînement militaire à la base, un des hommes s'est arrêté et a dit, oh putain, le yoga, c'est pas un truc de gonzesse. C'était vraiment la première phrase qu'il a dite, et j'ai trouvé ça assez ironique, parce que c'est un truc de gonzesse aujourd'hui. Mais en tout cas, il y a aussi cet imaginaire autour du yoga qui serait une pratique très douce. C'est pas forcément le cas, et je trouve que pour les femmes, c'est aussi une pratique d'empuissancement, d'empouvoirment, de sentir la puissance de son corps. Et à contrario, je constate aussi que les hommes qui se retrouvent dans des environnements majoritairement féminins sont pas très à l'aise. Nous, on est en permanence dans des environnements très masculins, on est en permanence en minorité, en tout cas dans des situations souvent de lieux, on va dire, de pouvoir. Et je constate aujourd'hui que les hommes qui sont dans des cours de yoga ou dans des formations de yoga ne peuvent pas s'empêcher de manifester le fait que c'est les seuls hommes et que quand même, Et c'est vrai que, moi, ça me questionne un peu. Mais voilà, je vais m'arrêter là. Une autre question. Oui, Madame Roux, j'arrive. C'est pour l'enregistrement, en fait. Ouais. Donc, je vais attendre je vous apporte le micro, j'arrive tout de suite. Je suis prof de yoga et j'ai dans mes cours une mixité autant d'hommes que de femmes. Donc, je trouve très intéressant pour le prof de préciser qu'il est quand même garant de la sécurité de chacun. Et se retrouver en relaxation, couché sur un tapis dans l'obscurité, à côté d'un homme qu'on ne connaît pas forcément, qui est pas... Je crois qu'en tant que prof, il faut quand même poser la question parler de la vulnérabilité de chacun. Et je trouve que c'est une expérience très intéressante à la fois pour les hommes et à la fois pour les femmes.
de se retrouver dans cette situation expérimentale. Sur cette question, vu qu'on reparle de vulnérabilité, notamment masculine, effectivement, moi je vais totalement dans ton sens. L'une des caractéristiques des masculinités telles qu'elles sont construites dans un système patriarcal, et c'est pas moi qui le dis, c'est plutôt des études en psychologie sociale qui montrent que la construction du masculin, c'est la construction autour de l'âge de 7 ans, en gros, de se couper de ses émotions, de se couper de son empathie, de se couper de sa vulnérabilité. Beaucoup de chercheuses, chercheurs parlent aujourd'hui d'une forme d'amputation psychique, en fait, comme ça, d'apprendre aux petits garçons à se couper de leur empathie, à se couper de leur vulnérabilité, de leur capacité à accueillir leurs propres émotions et notamment leur tristesse, leur peine, enfin tout ce qui est difficile. Mais en fait, après, dans la vie, ça les amène évidemment non seulement à vivre des difficultés personnelles, mais aussi peut-être à faire preuve de violence. Et en fait, ça a des conséquences évidemment globales, puisque notre société étant structurée globalement jusqu'à maintenant par les hommes, on peut imaginer que si on est autant dans des sociétés de violence, c'est notamment parce que les personnes qui les construisent ou qui ont le pouvoir de les construire sont eux-mêmes souvent coupées de leur vulnérabilité, de leurs émotions, de leur empathie. Et donc, pour moi, tous ces espaces qui permettent, et ça peut être le yoga et ça peut être autre chose, de reconnecter avec une forme de vulnérabilité, à mon sens, ça peut être profondément subversif, politique et important. De là à dire qu'il faut forcément que ça passe par le yoga, je pense qu'à aucun moment on peut forcer qui que ce soit à passer par telle ou telle pratique. Je pense que moi je connais beaucoup d'hommes qui effectivement trouvent beaucoup de plaisir et d'émancipation et se rencontrent même grâce à ces pratiques-là, mais ça peut être aussi évidemment grâce à tout un tas d'autres pratiques. Et par ailleurs, juste pour rebondir sur tout à l'heure, moi je suis d'accord avec vous, je pense que des espaces entièrement féminins, comme en fait n'importe quels espaces, dès lors que des personnes minorisées qui vivent un peu les mêmes dominations se retrouvent ensemble, pour moi c'est déjà profondément politique. Et donc ça pose évidemment toute la question des débats de société sur la non-mixité, etc. Moi, je crois que c'est pas parce que un cours de yoga, par exemple, est seulement féminin que ça devient. Enfin, ça peut être aussi un espace de normes très fortes où, en fait, si on dit aux femmes de rester calmes dans leur couple et de rester minces, je vois pas trop en quoi ça sert leur émancipation, mais ça peut évidemment être aussi des espaces profondément politiques. Moi, à titre perso, j'organise souvent des retraites dites en mixité choisie, donc avec femmes ou personnes LGBT, ça dépend des formats, mais oui, je crois que c'est aussi des espaces de respiration, des espaces de pause, des espaces où voilà, des espèces de cocons où on sort un petit peu des logiques de domination. J'ai déjà remarqué aussi que dans ces espaces, si par exemple je les fais en mixité totale et que comme c'est assez rare mais parfois un homme vient et bah tout de suite c'est très intéressant parce qu'on voit bien, c'est très facile d'observer par exemple que toutes les femmes vont se tourner vers les besoins de cet homme par exemple, sans qu'il le demande, sans qu'il l'exige, sans même qu'il prenne forcément de la place, mais tout à coup on va comme ça, et moi-même en tant que prof je vais me retrouver à me dire mais t'as passé le cours à te demander à t'intéresser davantage à son bien-être qu'à celui des autres, donc c'est aussi assez intéressant de ce point de vue-là. Il y a une question du monsieur. Est-ce que tu voulais rebondir par rapport à la question qui vient de te poser ou... Non, je pense que, je partage effectivement ce constat avec Camille que quand il y a un homme dans des stages de yoga, il reçoit beaucoup d'attention et spontanément on voit bien ces logiques de care et qui se mettent en œuvre et qui sont intériorisées. C'est-à-dire que, évidemment, je m'exclus pas de se demander comment on va l'intégrer, comment tatati et comment tatata. Et c'est vrai que moi, je me dis, si ça avait été le cas dans des environnements professionnels très masculins dans lesquels j'ai pu évoluer avant, où tout le monde d'un coup se demandait comment j'allais pouvoir être intégrée, me sentir à ma place, c'est pas des logiques que j'ai observées par ailleurs, quoi. Donc, il y avait une autre question. Oui, merci pour votre intervention. Donc, d'où je parle, je suis administrateur d'une MJC à Villeurbanne, donc banlieue lyonnaise. Et donc, il faut que je gère mes rapports avec les partenaires, et les partenaires publics. Et donc, effectivement, à la MJC, on a beaucoup d'engouement pour les pratiques du bien-être. Et il faut convaincre aussi, en même temps, l'équipe que ça doit prendre de l'expansion. Alors, je suis pris dans cette contradiction. Entre guillemets, vous devez peut-être répondre. Quand je vais lire votre livre, Politiser le bien-être, je serai plus à l'aise pour argumenter ça auprès de nos politiques, mais même au sein de la MJC. Donc, notre public, c'est plutôt des personnes d'un certain âge, dans la journée, plutôt des dames. Et du coup, ça s'enclenche pas trop bien avec la jeunesse, parce qu'on nous reproche, du côté des partenaires,
Alors, que faites-vous avec la jeunesse? Mais notre public, les activités qui prennent de l'expansion, c'est plutôt des personnes d'un certain âge. Moi, je suis convaincu que c'est très très important parce que les gens qui viennent ici dans ces musées en situation souvent de précarité, de fragilité, donc voilà. Mais comment, vous avez peut-être des arguments à me proposer en dehors de l'ouvrage que vous avez écrit, pour comment faire, monter des dialogues, parce que les gens consomment quand même ces moments-là, et ils n'ont pas trop le temps de dialoguer avec les profs. Les profs aussi sont à la bourre. Alors, vous avez des pratiques à partager. Comment ça se passe quand vous dites dialoguer? Vous avez plusieurs fois prononcé ce mot-là. Comment vous y prenez donc, du coup, avec vos pratiquants? Oui, je pense qu'en fait, sur la question de la jeunesse, je pense que vous êtes en concurrence des MJC sur les pratiques de bien-être avec des lieux justement plus glamour. Moi, j'habite à Lyon, donc je vois quel est le paysage du yoga à Lyon. Et il y a tout un tas d'espaces, en fait, qui sont aujourd'hui marketés, mis en scène, dans lesquels j'enseigne en partie, mais qui vont s'adresser à un public beaucoup plus jeune. Et je pense que beaucoup de personnes qui pratiquent le yoga ne savent même pas qu'il y a des cours dans les MJC, parce que justement il y a une captation commerciale entre guillemets de ces enseignements-là. Et évidemment que j'ai pas de solution toute faite, mais je pense qu'il y a un vrai peut-être enjeu de communication aussi autour du coût de ces pratiques, notamment dans des MJC, de son accessibilité. Qui peut, à mon avis, être intéressante et capter. Alors ça, je m'improvise stratège je sais pas quoi, mais en fait, je constate aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens qui déplorent le coût des pratiques de bien-être et qui, en même temps, ne savent même pas en fait qu'il y a des espaces dans lesquels ces pratiques-là sont accessibles, sont mixtes, sont plus variées. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que les personnes plus jeunes se tournent plutôt vers des espaces plus commerciaux, entre guillemets, où le yoga est enseigné. Et toujours sur cette question de la jeunesse, effectivement, je pense qu'il y a un enjeu de communication. Il y a aussi peut-être un enjeu des pratiques qui sont proposées. Aujourd'hui, par exemple, le sport préféré des 18-25 ans, c'est la muscu. Et ça, c'est assez nouveau en réalité. Mais moi, j'ai pas mal d'amis qui sont profs en lycée et qui me disent mais c'est dingue, mes élèves ils passent leur temps à parler de crossfit, jumping jack et tout un tas d'exercices de muscu comme ça. Comme vous voyez, c'est pas ma spécialité. Et ça, c'est marrant parce que c'est vrai que moi, à 17 ans, je fumais surtout des pétards. Mais bon, voilà, ils sont tous obsédés de muscu. Et donc, voilà, c'est aussi de se dire, est-ce que les pratiques qui sont proposées, c'est les pratiques qui sont effectivement proposées par les 18-25, qui sont effectivement primées par les 18-25 plutôt. Et aussi, je crois, un enjeu d'attirer des profs, des enseignants qui leur ressemblent et qui leur parlent. Et moi, je vois par exemple que dans mes copines profs de yoga, qui sont parfois plus jeunes, qui ont la vingtaine et qui pourraient tout à fait leur parler aussi et leur donner envie, en fait, beaucoup se font littéralement exploiter dans des studios de yoga où en fait elles sont extrêmement mal payées, extrêmement précarisées, et peut-être que justement, elles seraient ravies, il ou elle, mais c'est souvent elle, de travailler pour des structures qui les payent mieux, ou en tout cas je pense qu'il y a des façons comme ça d'aller chercher des profs, d'aller chercher des enseignants, peut-être aussi avec un projet pédagogique plus en accord avec leurs valeurs. Il me semble que ça serait peut-être une piste. Ouais. Mais justement, je me disais que la manière dont nous on valorise ces activités-là dans nos rapports d'activité, dans la construction de nos projets pédagogiques, c'est aussi une manière de lui donner une autre dimension. Et tout ce travail-là, tous ces échanges-là qu'on a sur redonner du sens aux pratiques, et en tout cas repolitiser ce qu'on y fait et le mettre en valeur, ça peut permettre de donner envie à un autre type de public d'y participer, et notamment les jeunes. C'est vrai que c'est ce qu'on se disait aussi quand on préparait un petit peu cette conférence, cette rencontre, c'est qu'en fait c'est aussi difficile, je pense, quand on est praticienne de bien-être, d'aller dans des espaces où on sent qu'on est un petit peu regardé
voilà, comme quelque chose de, par exemple, on se disait, Magali, mais avec Raphaël aussi, que voilà, c'était pas forcément, mais d'ailleurs, c'est ce qui est marqué, il me semble, dans les premiers constats que vous faites dans l'Observatoire des MJC, que c'est pas des pratiques qui sont tellement mises en valeur du point de vue de la communication, notamment dans ces espaces. Et en fait, si déjà ces espaces ne sont pas très très contents de communiquer dessus, peut-être encore une fois parce que c'est pas aussi noble que des cours de théâtre ou des cours d'art plastique ou je sais pas, ou de sport plus traditionnel, bah, c'est peut-être aussi difficile pour des gens de trouver ça cool si vous-même vous trouvez pas ça cool en quelque sorte. Alors on a encore le temps pour une question car on m'a fait signe qu'on n'avait plus que 5 minutes avant la fin de cette conférence. Donc Jean-Yves, tu voulais poser une question? Il y en avait une autre alors. Bon. Ou alors très très rapide. Très rapide. Merci. Justement sur la question de la communication sur ces activités, est-ce que vous pensez qu'il serait peut-être pas intéressant de réfléchir ensemble à une présentation de ces activités qui soit pas forcément centrée autour de la question du terme du bien-être, mais de la question du corps et de la place du corps et finalement renforcer la dimension que vous avez évoquée toutes les deux, la question du corps comme étant un objet politique, finalement. Est-ce que ça, c'est pas une entrée intéressante située dans notre enjeu de BMJC? Peut-être, Camille, peut-être qu'on prend la deuxième question et comme ça, on vous répond. Ça va? Juste dans les MJC, je pense qu'une des... Alors, moi, j'ai dirigé plusieurs MJC à différents endroits. Là, je suis plutôt sur un projet en milieu rural. On a de temps en temps un peu l'image du yoga du pauvre dans les MJC parce qu'on n'est justement pas dans des salles toutes blanches, on est dans des salles où il y a d'autres pratiques. Alors ça sent un peu la sueur parce qu'il y a eu un cours de danse avant, faut installer les tapis, tout n'est pas prêt. Quand on arrive à l'accueil, on n'est pas dans une petite musique, dans une salle tout bien, il y a des jeunes qui crient, donc tout ça, ça implique aussi. Et il y a une chose aussi, c'est que le yoga dans une MJC n'est pas prise de manière complètement autonome. C'est pas le cours de yoga qui se passe dans la salle de danse des trois, voilà. C'est pris dans un projet éducatif global. Et du coup, je pense que c'est là aussi où on a un rôle éducatif et pédagogique à jouer. C'est la manière dont on accueille les personnes. L'accueil, ça se fait pas que par le prof ou la prof, ça se fait aussi au début par la personne quand on vient s'inscrire, qu'est-ce qu'on lui dit. Et voilà, et moi j'ai eu à recruter des profs de yoga. Et effectivement, la question, moi je ne vais pas savoir si c'est mieux de faire du hatha yoga ou du ceci ou du cela, j'en sais rien. Ça va plutôt être des échanges sur comment est-ce que la personne va être accueillie, comment est-ce qu'on peut discuter avant, et alors après des anecdotes sur un homme qui essaye de venir, la tollée pour les femmes qui disent bah non, nous c'est notre espace, on veut pas, et de gérer des conflits comme ça, et la gestion des conflits justement qui est pour nous quelque chose de très important et de très constructeur en général dans les projets. Est-ce que ça va si je fais une mini-réponse pour chaque et après je te donne... J'ai peur de perdre ma réponse. Sur la question de comment, enfin l'image que peuvent avoir des pratiques de bien-être comme le yoga dans les MJC. Moi, je pense qu'il y a un enjeu à valoriser une esthétique en fait de ces espaces. Si je fais le parallèle avec, donc moi j'habite dans ce fameux petit village et je suis très très active sur les réseaux sociaux et je fais énormément d'efforts pour en fait justement montrer ce foyer rural, montrer ce que j'appelle la vie de village, parce qu'en fait je pense qu'il y a un enjeu majeur aujourd'hui d'exode urbain où c'est aussi intéressant non seulement de retourner vivre dans les villages, mais aussi de revaloriser des vies rurales qui, je pense, sont aussi des solutions à des enjeux environnementaux, etc. Donc pour moi, il y a vraiment un truc de montrer, de valoriser et d'être fier de ces espaces. Et ça peut aussi passer par des trucs de travail purement esthétique, travailler avec des photographes qui vont revaloriser visuellement, c'est-à-dire montrer visuellement ces espaces et donner à voir la beauté qui est déjà là. Tout à l'heure, quand on rentrait dans cette salle, j'ai dit à Zineb, mais c'est incroyable. Enfin, moi, je trouve que je sais pas, c'était trop beau, ce rose, le rouge des fauteuils, le vert. Enfin voilà, je pense qu'il y a vraiment un truc de changer sa vision de ces espaces où on se dit, je sais pas, je crois que c'est toi Magali ou Raphaël qui me dit, c'est un peu dans son jus et tout. Bah moi je trouve pas du tout. En fait, je trouve que c'est des espaces qui sont magnifiques et en fait il faut les revoir comme tels aussi. Et je pense sincèrement qu'il y a une esthétique autour de ça qui peut être super cool. Oui, mais bon. Et est-ce que vous pouvez me rappeler vos
point. Ah oui, sur le corps, eh ben moi je suis totalement d'accord. Depuis la sortie de ce livre, moi je parle moins de bien-être et plus de corps et de l'importance du corps et la dimension d'émancipation profonde qu'il y a à travailler avec son corps, à se reconnecter à son corps, etc. Et donc oui, peut-être que si on se rend compte que finalement c'est le terme bien-être qui pose problème, parler de corps davantage, ça peut être effectivement un super moyen à la fois de contourner et de retourner en fait au cœur de l'apport de ces pratiques qui est la question du corps en fait. Moi, je suis complètement d'accord sur le corps, donc je ne vais pas aller plus loin parce que je pense qu'effectivement, c'est une très bonne porte d'entrée et qui dépassionne aussi peut-être les débats, entre guillemets. Et sur la question, moi, j'ai donné pas mal de cours, pas forcément à MJC, mais dans des gymnases municipaux ou dans des centres, des centres locaux, etc., où il y a le cours de boxe juste avant, il y a la musique à fond, de la Zumba pour l'échauffement, et puis bref, c'est... de l'odeur de la sueur, des pieds, etc. Je connais bien. Et effectivement, on n'est pas du tout, du coup, dans le même rapport un peu presque sacré à ces choses-là. Mais en fait, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup en ce moment. C'est, vous parliez du recrutement. Et en fait, moi, c'est une question que je me posais parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les profs de yoga, on est des électrons libres. On est souvent auto-entrepreneurs. On gravite entre des milliers d'endroits. Et c'est vrai que pour gagner un peu sa vie, ça demande d'enchaîner des cours et on n'a pas forcément le temps, comme vous disiez aussi, d'échanger, de se poser des questions, de questionner sa pratique pédagogique. Et moi, je pense qu'il y a quelque chose d'hyper intéressant à creuser autour justement des MJC et de ces univers-là sur la question du recrutement, mais aussi sur la question de la... Alors, je ne sais pas du tout quels sont ni les moyens ni le temps qu'il y a à consacrer à ces choses-là, mais sur la question de la formation, parce que je pense que les profs de yoga manquent cruellement d'apport et de nourriture sur tout ce qui est, je sais pas, faire communauté, pratique pédagogique, s'insérer dans un milieu en fait qui est un tissu local. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de profs de yoga opèrent dans des salles de yoga où c'est du turnover. Et c'est une souffrance, toute proportion gardée, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est mal vécu par tout un tas de profs de yoga parce qu'on a l'impression que les gens viennent consommer notre enseignement. Entre le resto, le ciné, on vient, on s'en fout un peu de qui est là, de ce qu'elle a à nous dire. On vient faire nos 4 salutations au soleil et on s'en va. Je caricature un peu parce que évidemment c'est pas le cas du tout de tous les pratiquants. Mais ce que je veux dire, c'est que cette insertion dans un projet pédagogique plus long et plus ancré localement, socialement, est quelque chose, je pense, qui intéresserait beaucoup de personnes, pas toutes, je pense, parce que effectivement, il y a ce côté peut-être un peu moins glamour, et en même temps, je pense que ça serait quelque chose de vachement plus nourrissant pour tout un tas de personnes. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre du partenariat, à créer sur ces questions-là. Merci beaucoup. C'est un peu ce que tu disais, Clément, sur le fait de faire en sorte que les intervenants, même si c'est des intervenants qui sont pas là toute l'année, les intervenants yoga par exemple, soient vraiment qu'on conçoive leur apport à la structure dans le cadre d'un projet pédagogique, quoi, dans le cadre d'un projet éducatif, et que ce soit pas des interventions ponctuelles comme ça, un peu qui soient pleinement intégrées à nos projets péda. Donc je pense que ça peut être une piste en tout cas. Merci beaucoup à vous deux. Beaucoup. On va s'arrêter là. C'était super intéressant. Merci beaucoup. Et je crois que vos livres sont avant. Comment ? Les livres sont avant. Oui, alors je dois vous dire aussi que les 2 ouvrages dont on a parlé, donc le yoga nouvel esprit du capitalisme de Zineb Fassi et Politiser le bien-être de Camille Tess sont en vente. Si jamais ça vous intéresse, je crois que c'est dans le hall et vous allez être là-bas aussi pour les vendre, voilà, et discuter évidemment. Merci beaucoup.